On n'est pas obligé de le dire, hein. Ça dépend du feeling que l'on a avec ses collègues, avec même sa famille et tout ça. C'est sûr que je pense que c'est quand même important de le dire à certaines personnes, au moins pour pouvoir avoir des soutiens. Mais après, on n'est pas dans l'obligation de le dire, hein, de manière générale. Quand par contre j'ai commencé à avoir les problèmes au niveau des jambes, là j'ai commencé à m'inquiéter et c'est là que j'ai réalisé. Et j'étais vraiment, genre, j'avais l'impression que le monde s'écroulait et que j'allais plus, j'allais jamais me relever de tout ça, quoi. Je m'appelle Eric Manchon, je suis neurologue à Gonesse, à l'hôpital de Bonn, et puis aussi à la Salpêtrière, et je suis spécialisée dans la sclérose en plaques. Bonjour, je m'appelle Akima, j'ai 28 ans et je suis une patiente qui a été diagnostiquée de la sclérose en plaques l'an dernier, en mai 2020. Donc voilà, maintenant je suis prise en charge et j'ai un traitement depuis août dernier, donc voilà. D'accord, donc ça fait 1 an là. Oui, ça fait 1 an. Et alors si j'ai bien compris, le début, tout ce qui est l'histoire du diagnostic a été un peu compliqué, et si vous voulez un petit peu en parler. Alors oui, en fait, moi, à ce moment-là, je vivais à Barcelone. J'avais un contrat de travail particulier, c'est un VIE. Donc, je parle pas espagnol ni catalan. Donc, je parle anglais et français. Donc, en fait, tout a commencé avec des problèmes visuels, mais j'avais pas tout de suite appelé médecin. Parce que j'ai l'habitude, en fait, d'avoir des problèmes visuels depuis plus jeune. Mais là, c'était très perturbant parce que je voyais complètement double. J'arrivais pas à travailler sur l'ordinateur, j'arrivais à rien faire. Donc j'ai réussi en fait via ma colocataire à appeler un médecin qui est venu à la maison. À la base, je pensais juste qu'il allait me mettre un arrêt maladie. Il m'a dit « Oula, je vous amène aux urgences tout de suite, on va faire un scanner ». Donc j'ai pas trop compris. Puis arrivé là-bas, en fait, après le scanner, ils ont vu que j'avais une hydrocéphalie. Et c'est comme ça que j'ai été hospitalisée. Ça a commencé comme ça. Et après, j'ai eu plein d'examens, dont l'IRM, 3 ponctions lombaires. Eh ben, dis donc. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les 3, mais du coup, il y en a une. Les deux dernières, ils m'avaient dit qu'ils mesuraient la pression au niveau du liquide. Je n'ai pas trop compris. Mais bon. Donc voilà, après tous les examens, au bout de 15 jours, ils m'ont dit voilà le diagnostic, vous avez une hydrocéphalie qui n'a rien à voir avec la sclérose en plaques, mais ce serait congénital. Et vous avez la sclérose en plaques et on va vous traiter pour ça. Donc j'ai eu un premier bolus. Pendant que je faisais le bolus, j'avais du coup mes problèmes visuels, mais il y a d'autres problèmes qui sont ajoutés. J'ai eu je pense, en 24 heures, j'ai mes jambes qui commençaient à devenir hyper rigides et j'avais super mal, j'avais mes muscles qui se contractaient. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ils sont venus me voir, les neurologues, ils me tapotaient sur les genoux et j'ai dit, bon, c'est bon, elle fonctionne bien. Il m'a dit, non, là, c'est hyper. Enfin, tu as des réflexes très, très exagérés. Donc il m'a dit, on retourne à l'IRM. Donc ils ont trouvé d'autres lésions encore qui se sont rajoutées au niveau du cerveau et des cervicales. Donc bon, après ça, j'ai eu du coup un nouveau bolus 1 semaine après. Et là, il y a eu aussi des problèmes dysarthrie, je crois que ça s'appelle. J'arrivais pas à bouger la langue, donc impossible d'avaler. Donc j'étais sous perfusion pour pouvoir, sinon je m'étouffais. Donc ils attendaient un petit peu, ils m'ont dit on va te faire une plasmaphérèse, mais j'étais vraiment fatiguée de l'hospitalisation. J'ai dit de toute manière je vais rentrer en France. Ils m'ont dit bon voilà, on va vous faire le dossier et vous voyez ce que vous pouvez faire en France, mais de toute manière il y a une amélioration parce que j'avais les yeux du coup qui allaient beaucoup mieux, même si c'était pas parfait. Et les jambes, j'arrivais un peu plus à les bouger et de toute façon j'avais plus de spasticité. C'est du coup cette rigidité. Raideur, ouais. Mais j'avais du coup une fonte musculaire, j'arrivais pas à me mettre debout complètement sans qu'on me tienne et j'arrivais pas du tout à marcher. Mais bon, ils considéraient que je m'étais suffisamment améliorée, que j'arrivais à m'exprimer un petit peu plus et à avaler. Donc ils m'ont dit c'est bon, tu peux retourner en France. Et là du coup j'ai commencé une autre prise en charge à Montpellier à ce moment-là. Mais disons, c'est une entrée dans la maladie assez inflammatoire. Voilà. Oui. Bon. Après, pas tous les patients sont comme ça, heureusement pour tous les patients, mais c'est vrai que c'est une entrée en matière assez bruyante, on va dire. Après, justement, en parlant d'entrée, je ne sais pas si du coup la maladie s'est déclarée avec cette poussée, parce que du coup, avant qu'on m'annonce le diagnostic de sclérose en plaques, on appelle ça l'étude clinique quand les médecins nous étudient, enfin, l'examen clinique, excusez-moi. Du coup, on me posait des questions. J'ai dit, moi, de toute façon, les yeux, je m'en fiche. J'ai l'habitude d'avoir des problèmes visuels. Ah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, c'était peut-être des poussées anciennes. Et voilà, j'avais ça durait 10-15 jours. Et j'avais ce problème-là et je me disais, c'est pas grave. Et je disais, mais moi, de toute façon, j'ai l'œil gauche qui réduit au fur et à mesure. Et je pense que c'est pas très grave puisque ça m'empêche pas de
de travailler, enfin de faire les choses normales, donc ça me dérange pas. Il m'a dit non, ça c'est anormal en fait. C'était probablement des poussées anciennes qui étaient passées inaperçues parce qu'on pensait que c'était pas quelque chose de grave, qu'on avait quelque chose dans l'œil et tout ça. Et puis ça part tout seul, très bien, du coup les gens ne s'inquiètent pas forcément. Et en fait, c'est peut-être des poussées. Et du coup, la maladie est beaucoup plus ancienne, en fait. Oui, du coup, dans mon dossier, il y a potentiellement une CEP qui évolue depuis plusieurs années. Après, bon, voilà, on est dans le conditionnel. Donc voilà, après, j'étais à Montpellier. J'ai été suivie... j'ai envoyé mon dossier directement. Enfin, j'ai appelé le secrétariat directement. C'est le professeur qui m'a pris en charge et qui a vu mon cas. Il m'a dit, je vais vous mettre sous Ocrevus. J'avais un peu regardé quand même les traitements, j'ai dit on ne peut pas commencer sur quelque chose. Il m'a dit non, vraiment c'est justifié. Voilà. Donc il m'a mis sous Ocrevus, j'ai fait mes premières perfusions. Donc du coup on m'a diagnostiqué en mai, je suis revenue fin juin, je suis revenue en France fin juin. Donc après en même temps j'étais en clinique de rééducation et je voyais du coup le professeur, pas beaucoup, pour quelques consultations, j'en ai eu que 3. Donc je l'ai vu à Montpellier, qui m'a du coup proposé ce traitement. Je l'ai commencé fin août après, parce qu'avant l'Ocrevus, on fait on fait quelques, on va dire, tests. Un bilan, voilà. Voilà, un bilan préthérapeutique. Donc on fait des prises de sang, des fois des radios, des vaccinations aussi. Lors de la vaccination, voilà, c'est important aussi. Et avant de commencer le traitement, pour savoir, pour avoir un état de l'idée des bilans hépatiques, de la prise de sang, des lymphocytes, des globules blancs, pour voir où ils sont, pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes en plus qu'il faut traiter avant de commencer le traitement. Parce que c'est un immunosuppresseur quand même. D'accord. Du coup, oui, moi, j'ai pas forcément posé de questions là-dessus. Par contre, j'ai fait tout ce qu'il fallait. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Il fallait un traitement quand même relativement très efficace pour pouvoir stopper la maladie. Le but, c'est de stopper la maladie, c'est le plus important. Du coup, parce qu'en fait, la première perfusion, on fait 2 demi-doses d'Ocrevus. Pour la tolérance. Exactement. Donc, du coup, j'ai fait une fin août et une début septembre. Et j'ai pas eu vraiment de réaction. J'ai eu une chute de tension, mais à ce moment-là, ils avaient arrêté la perfusion. En attendant que je me remette, on va dire. On a arrêté pendant un peu moins d'1 heure. Donc voilà, j'avais un peu d'appréhension, mais finalement... tout se passe bien. Tout se passe bien, vraiment. J'ai eu aucune réaction bizarre, si je peux dire. Ensuite, suite à ça, j'étais toujours en clinique de rééducation, je m'améliorais. Et je suis sortie en marchant avec une canne, parce que de toute façon, je pense que c'était suffisant pour mon hospitalisation en clinique de rééducation. Je ne sais pas si on dit clinique ou centre de rééducation. Un centre de rééducation, c'est peut-être mieux. Centre de rééducation, pardon. Et du coup, donc voilà, après j'ai été embauchée, j'ai trouvé un nouveau travail et je me suis installée en région parisienne. Et c'est de là que j'ai du coup changé mon dossier, du coup est passé à la Salpêtrière et je suis suivie du coup à la Salpêtrière. Et du coup, vous gardez un suivi de rééducation ou pas? Ah oui, justement en parlant de ça, parce que j'étais pas très sérieuse, à un moment j'y allais plus trop. Et c'est vrai que comme j'ai un travail où je suis sur l'ordinateur, donc sur un bureau. Un peu sédentaire, oui. On n'a pas besoin de forcément toujours avoir... Donc je régressais un petit peu. Et oui. Du coup, c'est lors de ma nouvelle perfusion d'Ocrevus le 1er février, où du coup, l'interne qui m'a vu m'a dit qu'il faudrait peut-être reprendre la rééducation parce que c'est pas bon de rester sédentaire. Donc à ce moment-là, j'ai repris les séances de kiné. Et maintenant, je m'en détache parce que je fais suffisamment d'exercices à côté parce qu'après, j'ai appris certaines choses à faire. Même, je vais du coup à la salle de musculation où je travaille du coup les muscles au niveau des jambes, de tout quoi. Alors, c'est important quand on a une sclérose en plaques, de connaître tous les symptômes de la maladie. Parce que, on peut se dire, ce symptôme-là, je ne savais pas que c'était à cause de ma maladie. Ah tiens, si je suis fatiguée, c'est aussi peut-être à cause de ma maladie. Tiens, si j'ai des problèmes urinaires, même des problèmes de vie intime, la libido, tout ça, ça fait aussi partie de la maladie. Ou des problèmes de spasticité. Et ça, le kiné ne suffit pas forcément. Et donc, c'est quand même bien de voir un médecin de rééducation.
un médecin de médecine physique et réadaptation, c'est son terme, on va dire un peu pompeux, mais et ça c'est quand même important de prendre rendez-vous parce que des fois quand on a une spasticité qui est toujours importante, on peut faire des injections de toxine, de botox entre guillemets, voilà, et ça peut améliorer la marche, ça peut améliorer le quotidien. Et du coup on a beaucoup l'habitude quand on prend en charge un patient ou une patiente, de travailler main dans la main avec les médecins de rééducation, parce que nous, nous neurologues, on s'occupe de l'aspect traitement, évolution de la maladie, est-ce qu'on stabilise ou pas la maladie, s'il faut changer ou pas les traitements. Et tout ce qui est partie handicap, c'est mieux que ça soit pris en charge par les médecins de médecine physique, et eux, ils peuvent apporter vraiment des plus au quotidien. Et le but, ce que je dis toujours, mon job, c'est que vous viviez le plus normalement possible avec la maladie, et il faut stopper la maladie. Mais vivre le plus normalement possible avec la maladie, c'est essayer de diminuer ou faire en sorte d'apprivoiser ces handicaps, si on en a. Alors, on peut avoir des handicaps visibles et des handicaps non visibles. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, un conseil, c'est prendre rendez-vous avec un médecin de médecine physique, parce qu'il y a plein de petites choses qui peuvent gêner au quotidien et qui peuvent s'améliorer, et on ne pensait pas, mais voilà. C'est vrai que j'ai pas connaissance qu'on pouvait voir un médecin rééducateur de médecine physique. Un médecin de rééducation, oui. Parce que moi, la seule fois que j'en ai vu un, c'était justement un centre de rééducation. Oui, mais ils peuvent aussi donner des consultations, et on peut faire aussi, pour les gens qui sont très fatigués, parce que la maladie aussi, elle donne des fatigues, les gens, ils peuvent faire des séjours réguliers, une fois par an, ou un peu plus, un peu moins, en fonction des besoins. Et ça rebooste un petit peu plus l'état général, et ça aide au quotidien. Donc ça, c'est important quand même. En fait, leur champ d'action, c'est l'analyse et le traitement de la marche, et aussi de la spasticité avec des injections. Tout ce qui est trouble de la sphère sphinctérienne, ce qu'on dit, les urines, les selles, et même la vie intime, il y a même des sexologues. La fatigue, la gestion de la fatigue, et tout ce qui est ce qu'on appelle cognition, c'est troubles attentionnels, les problèmes de concentration et tout ça. Et tout ça, ça peut s'évaluer et se prendre en charge. Ah, c'est ce spécialiste qui s'occupe même de... Ah, ça, je ne savais même pas. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est important, et c'est vrai que c'est important que les gens le sachent, parce que et des fois, il y a juste une relation médecin-neurologue, et on oublie aussi l'aspect du quotidien et l'aspect de rééducation, et ça, c'est important. Je voudrais revenir juste sur l'annonce du diagnostic, parce que je pense que pour chaque patient, c'est pas facile. On appelle ça la minute éternelle. Ouais. Voilà, c'est une fameuse minute où là, on annonce le diagnostic, et suivant les gens, les gens le reçoivent différemment. Il y en a qui sont complètement sidérés, il y en a qui fondent en larmes, il y en a qui sont complètement impassibles. Voilà, mais après, ça reste, et ça reste tout au long de la maladie, parce que j'imagine que vous devez vous en souvenir de ce moment-là. En fait, je vous avoue que j'étais un petit peu au début, il y avait eu des moments difficiles quand j'étais hospitalisée, mais je prenais un peu ça à la rigolade. Pour moi, c'était vraiment une grosse blague. Genre, c'était pas possible, je suis pas malade. Moi, j'ai jamais été malade. J'ai pas de problème, même quand j'ai de la fièvre ou quoi, je vais jamais chez le généraliste, je fais rien. Et là, me retrouver à l'hôpital, je trouvais ça vraiment un peu exagéré. C'était mon point de vue. Ça s'appelle le déni. Oui, c'est ça. Et quand ils m'ont dit... à chaque fois, ils venaient à 3 tous les matins, en semaine, pour me voir et me faire un bilan et voir comment j'allais. Et là, on me dit, oui, du coup, on peut vous annoncer le diagnostic. Et pour moi, ça me paraissait juste pas très grave. J'ai dit, c'est pas grave, vous allez faire quelque chose pour mes yeux, et puis c'est bon. Ils m'ont dit, oui, il y a des traitements pour la sclérose en plaques, mais il faut que vous preniez ça quand même au sérieux. Et pour moi, c'était pas si grave que ça. Et vraiment, j'étais tellement dans la... j'étais complètement à côté de la plaque que pour moi, on allait m'injecter, me mettre en perfusion de la cortisone, des corticoïdes. Et du coup, je me disais, mais je vais gonfler. Et c'était ça mon problème à ce moment-là. C'était pas que j'ai la sclérose en plaques, c'est on va me mettre des corticoïdes, je vais enfler, je vais faire de la rétention d'eau. Puis j'étais complètement à côté de la plaque. Mais après, quand par contre j'ai commencé à avoir les problèmes au niveau des jambes, là j'ai commencé à m'inquiéter, et c'est là que j'ai réalisé. Et j'étais vraiment, j'avais l'impression que le monde s'écroulait, et que j'allais plus, j'allais jamais me relever de tout ça, quoi. Et comment vous vous sentez maintenant ?
Maintenant, ça va parce que du coup, je pense que c'est mon séjour en centre de rééducation qui m'a aidée, parce que je voyais aussi une psychologue à ce moment-là. Parce que c'est vraiment, il y a plusieurs spécialistes qui nous suivent. J'avais l'ergothérapeute, j'avais les kinés, le médecin rééducateur. Du coup, je ne connais pas le c'est pas grave. Médecin rééducateur. Pas. Du coup, ça m'a beaucoup aidée finalement à faire cette transition, à me dire, bon voilà, c'est pas une fatalité, c'est juste que je vais vivre un peu différemment. Heureusement, il y a des traitements pour pouvoir essayer on va dire, de freiner la maladie et de faire en sorte qu'on vive normalement. Et finalement, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai pas d'autre choix, donc il faut que j'accepte. Et je vis plutôt bien avec ça. Enfin, j'ai quelques petits symptômes, mais pour moi, je considère que ça va. C'est bien. Ça, c'est important. C'est important de faire le deuil de sa maladie, le deuil de la maladie, puis le fait d'accepter aussi un traitement. Suivant les gens, c'est pas tout à fait, ça se passe pas aussi, on va dire, de façon fluide. Et il y en a qui restent avec le déni de la maladie plusieurs années, malgré les poussées. Et ça, c'est très difficile. Alors pour les médecins, c'est difficile aussi à vivre parce qu'on se sent un peu impuissant, alors qu'on essaie de faire voir par une psychologue, de en parler et tout ça. Et voilà, donc c'est important de faire le deuil de l'acceptation en fait, de la maladie et l'acceptation du traitement. Et finalement, ça débloque certaines choses et du coup, ça permet aussi de stabiliser. Et en fait, les patients sont aussi acteurs de leur prise en charge, hein, parce que sans vous, on ne peut rien faire. C'est vrai qu'il faut, il faut quand même qu'on fasse la démarche, il faut qu'on... C'est le propre de l'éducation thérapeutique aussi. Hein. Il y a des fois où, dans certains centres, dans certains endroits, on peut faire des consultations d'annonces, de reprise d'annonces diagnostiques par, souvent c'est un infirmier ou une infirmière d'éducation thérapeutique. Tout ça, c'est pour rediscuter. Il y a aussi des fois des psychologues et tout ça. Et ça, vous l'avez eu un petit peu en centre de rééducation. Et c'était un moment où il fallait quand même se poser pour refaire le point, en plus de la rééducation, et d'accepter la maladie. C'est ce qui s'est passé. Oui, pour moi, je pense que c'est à ce moment-là. Après, dans ma vie, même si il y a des... Par exemple, quand une chose de négative m'arrive, j'ai jamais arrêté d'avancer. Donc je me disais, pour moi, c'est pas grave, j'ai un nouveau boulot en plus, c'est chouette, je vais commencer autre chose. J'avais aussi un petit peu peur, c'est vrai, dans le milieu professionnel. Ils vont le voir, ça se voit que j'ai un souci, ne serait-ce que quand je marche. Donc je me disais, est-ce qu'ils vont pas se dire que finalement, je suis pas apte à faire ça? On n'est pas obligé de le dire. Hein. Et finalement, ça dépend du feeling que l'on a avec ses collègues, avec même sa famille et tout ça. C'est sûr que c'est important, enfin, je pense que c'est quand même important de le dire à certaines personnes, au moins pour pouvoir avoir des soutiens. Hein, voilà. Mais après, on n'est pas dans l'obligation de le dire, hein, de manière générale. Après, du coup, comme moi, je m'affiche, enfin, je suis sur les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez pas trop le cacher. Donc, du coup, j'avais pas forcément envie de le cacher ou quoi. Donc, au contraire, après, c'est vrai que j'imagine que c'est pas dans toutes les entreprises comme ça, mais en tout cas, j'ai vraiment de la chance d'avoir beaucoup de bienveillance au sein de mon équipe et dans mon entreprise. Ils ont vite compris et au contraire, même ils s'adaptent à moi et ça, c'est vraiment top. J'ai beaucoup de chance là-dessus. Ah, ça, c'est bien. Ouais. C'est un bon point. D'accord. Et sinon, au quotidien, comment vous le vivez Justement, vous parlez des problèmes urinaires qu'on peut avoir. Alors, moi, j'ai pas d'incontinence, mais c'est juste des difficultés à uriner, mais c'est pas tout le temps, en fait. C'est une dysurie. Ouais, dysurie, du coup. Donc, en fait, c'est genre une difficulté, genre j'ai très envie, des fois même je cours pour y aller, et puis impossible. Et du coup, je dois me presser sur mon ventre, je reste très longtemps pour arriver, en fait, à uriner normalement, si on peut dire ça. Mais c'est pas constant, c'est... par exemple, là, ça va, mais il y a des moments où ça revient, donc je sais pas ce que ça veut dire, honnêtement. D'accord. En tout cas, c'est important de faire un bilan urodynamique, en tout cas de consulter, voilà. Là, c'est peut-être soit les médecins de médecine physique, soit les urologues, ça dépend de qui sait faire le bilan urodynamique, mais pour le coup, ça, il y a vraiment des traitements, ça peut être souvent des comprimés, ça peut être aussi d'autres choses un peu plus importantes, mais en tout cas, il y a toujours une solution plus ou moins, on va dire, facile à entendre, mais il y a toujours une solution qui peut... libérer le quotidien, faciliter le quotidien. Donc c'est important de consulter pour ça. Je pense que je vais regarder, mais après, comme j'ai jamais eu d'infection urinaire, je me disais que peut-être c'était pas si grave. Je sais pas. Parce qu'il faut attendre l'infection pour faire des choses. C'est vrai que j'ai tendance à attendre. Oui, c'est ce que je peux comprendre. Ouais. Non, mais si ça vous gêne... Après, c'est tout un... Est-ce que vous...
c'est une question de tolérance en fait. Si vous le tolérez, pourquoi pas. Alors après, il faut quand même pas trop, il faut quand même être suivi parce que ça peut donner des problèmes au niveau des reins, tout ça. Donc voilà. Mais après, c'est juste au quotidien. Si moi j'ai des patients qui me disent, bah, je sors moins chez moi parce que j'ai peur d'avoir une envie de me souiller, de tout ça. Ou dès que j'arrive chez quelqu'un, je regarde où sont les toilettes, juste voilà, pour les points stratégiques. Et du coup, ça les ferme, ça diminue leur réseau social parce que justement, ils sortent moins à cause de ces problèmes-là qui peuvent être facilement traités et pris en charge. Donc ça, c'est important quand même. Après, moi, je ne suis pas là pour obliger tout le monde à voir un médecin de médecine physique, mais je pense que c'est un plus qu'on peut offrir à la prise en charge du patient. D'accord. Bah, c'est vrai que là-dessus, je n'ai pas forcément consulté, mais je pense que oui, il y a peut-être nécessité... Enfin, ce serait peut-être intéressant de voir ce qui peut aider. Mais par contre, j'ai quand même consulté pour un autre problème, donc je ne sais pas parce que de ce que j'ai compris, ce n'est pas forcément lié, mais la gastro-entérologue, en tout cas, l'a lié, c'est que par contre, j'ai une constipation, mais vraiment c'est très handicapant. Par contre, c'est que ça peut être jusqu'à 10 jours, 2 semaines, même plus, où j'arrive pas à y aller. Donc du coup, j'ai une aide pour ça. Donc, ça, c'est important, surtout que c'est des interactions sur la vessie aussi. Quand on est trop constipé, le rectum est derrière la vessie, donc ça, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, mais, voilà. Mais sinon, la fatigue, ça c'est pas un problème pour vous, parce que c'est quand même un problème de la majorité des patients atteints de sclérose en plaques, et en plus c'est pas visible et il y a beaucoup de patients qui se sentent incompris. Je voulais un petit peu savoir ce que vous en pensez, si vous avez des problèmes de fatigue ou pas forcément. En fait, c'est pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois j'ai une fatigue où je ne peux rien faire. Genre, je suis vraiment me lever me demande trop d'efforts. Mais ça reste, on va dire, j'en parle pas trop parce que c'est pas hyper présent non plus. Enfin, en règle générale, j'arrive à vivre normalement, mais il arrive parfois où c'est très difficile pour moi de me lever. Donc je sais pas si... Ça fait partie de la maladie et y a des patients qui sont beaucoup plus atteints par la fatigue et ça peut être même un seul symptôme, c'est la fatigue, mais j'ai une patiente, sa vie, elle est obligée de faire une sieste après manger et la fin de journée est plus difficile et c'est toute une question de gestion de la fatigue qui peut se faire aussi en rééducation, voilà, c'est vrai que ça peut être handicapant. En fait, moi, j'aime bien essayer de savoir tout ce qui est symptômes non visibles, parce que souvent, les patients, ils parlent de leurs symptômes visibles, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement, c'est visible. Mais tout ce qui est non visible, ça, c'est aussi important. La concentration, la fatigue, les troubles urinaires, la vie sexuelle aussi, ça c'est aussi important. Et ben voilà, pour les hommes atteints de sclérose en plaques, on peut avoir des problèmes d'érection, d'éjaculation, baisse de la libido. Pour les femmes, on peut aussi avoir des problèmes d'une baisse de la libido, des douleurs lors des rapports sexuels, et tout ça. Et ça peut se prendre en charge. Et déjà, le fait d'en parler, déjà, on peut se sentir un peu moins seul, moins dans son coin, parce que des fois, on peut ne pas vouloir en parler même à son partenaire ou à son mari ou sa femme et tout ça, et ça peut créer des conflits, donc c'est important d'en parler en tout cas. Sur ce sujet-là, j'ai pas forcément comme je suis pas en relation ni rien, donc je peux pas vraiment dire, mais je savais pas qu'il pouvait y avoir des douleurs pour... Alors c'est pas systématique, ça fait partie des symptômes qu'on pose lors de la consultation, des questions qu'on pose lors de la consultation. Est-ce qu'au niveau, voilà, c'est important de faire le tour des symptômes de la maladie. Comme ça permet aussi d'en parler librement et puis de proposer des solutions s'il y en a. Et souvent, il y a des solutions alors qui sont plus ou moins importantes, plus ou moins efficientes, mais au moins, déjà, on en parle. D'accord. C'est important. Il ne faut pas hésiter à en parler avec votre neurologue, parce que c'est, voilà, tous les neurologues n'abordent pas forcément ces sujets-là, mais même de manière générale. Et voilà, il faut être, voilà, c'est votre médecin et c'est important d'en discuter, voilà, d'aller de poser toutes les questions. Alors, il y en a qui sont en rapport avec la maladie, d'autres qui ne le sont pas, mais en tout cas... Après, je ne sais pas avec vos patients à quelle fréquence vous voyez vos patients, mais je pense qu'on a très peu finalement d'interactions, enfin d'occasion de parler avec notre neurologue. Par exemple, moi, depuis que je suis à Salpêtrière, j'ai vu ma neurologue qu'une seule fois depuis novembre dernier. C'était juste la première consultation. J'imagine parce que c'est un professeur, une professeure, je ne sais pas comment on dit. Mais je ne sais pas, après, je n'ai pas l'occasion de revoir, c'est vrai, ma neurologue. Bon, peut-être à la prochaine perfusion, mais c'est vrai que
le seul finalement médecin avec qui je parle, c'est ma généraliste qui a finalement des connaissances, j'imagine, pas aussi poussées qu'un neurologue, c'est normal. Mais finalement, j'ai pas forcément d'interaction avec un neurologue. Alors rien ne vous empêche déjà de faire une liste. Des questions à poser lors de la consultation, puis si à un moment il y a des choses qui ne vont pas, laissez un message pour qu'elle vous voie un peu plus précocement, voilà, tout ça, ça peut se faire, et en tout cas c'est important d'avoir une bonne connaissance de la maladie et pouvoir communiquer avec votre neurologue, voilà. Donc ça, c'est important. Non, c'est vrai que maintenant, je pourrais partir avec ma petite liste de questions. Il y a beaucoup qui arrivent avec leur petite liste, ça c'est fait. Et au moins, voilà, on rappelle. Surtout qu'on a des fois, quand on a des problèmes de concentration, on oublie, en plus, voilà, on voit le médecin, du coup, on oublie la moitié des questions et on rentre chez soi, on se dit, oh, c'est dommage, j'ai oublié de lui dire ça. Voilà, donc faites une liste, c'est bien. Je voudrais revenir sur ce qui en fait, il y a la sclérose en plaques, il y a deux points de vue. Quand on dit qu'on a la sclérose en plaques, il y a les personnes qui pensent que directement c'est très grave et qu'ils sont de la pitié, ou il y en a, ils disent bon, c'est rien. Ça dépend à qui on le dit. Parce qu'en fait, la sclérose en plaques, les gens ont dit sclérose en plaques égale fauteuil roulant. Mais c'est parce que ça, c'est ce que je vous dis. C'est une vision assez archaïque des choses. Parce qu'il faut savoir que la sclérose en plaques, ça a vachement changé en fait, en 20-25 ans. En fait, il y a avant 2000, enfin avant la fin des années 90 et après 2000, voilà. Et le passage au millénaire a tout changé pour la sclérose en plaques parce que c'est là que sont apparus des traitements efficaces, parce qu'avant il n'y avait pas vraiment beaucoup de traitements efficaces. Et même on s'y est intéressé. Par exemple, si vous aviez eu la sclérose en plaques en 1980, on vous aurait dit, il n'y a pas de traitement, il ne faut pas faire d'efforts, il ne faut pas avoir d'enfants. Voilà. Et maintenant, c'est quasiment l'inverse, quoi. Voilà. Ce qu'il y a des traitements, il faut faire du sport et de l'exercice physique, et vous pouvez faire des enfants. Donc vraiment, ça a complètement changé, même sur les vaccins. On pensait qu'il ne faut pas vacciner, mais non, on prône le vaccin. Donc voilà, ça évolue, les connaissances évoluent avec l'expérience, avec les études, et maintenant, voilà, ça a vraiment changé. Donc, la vision du fauteuil roulant, la vision, ça va être triste, ça, c'est une vision archaïque du temps où il n'y avait pas de traitement. Les traitements ont changé l'évolution de la maladie. Et donc, moi, la majorité de mes patients, pourtant j'en suis quand même un certain nombre, c'est des patients qui vivent, certes avec un petit peu de handicap, mais ils sont loin de là, ils sont en fauteuil roulant, hein. Ils travaillent, tout ça, et donc il faut être optimiste, hein. Surtout que maintenant, on a des traitements de plus en plus forts, et donc si on voit qu'on fait des poussées ou qu'on est résistant à certains traitements, on peut changer. On a plein de traitements, il en sort quasiment tous les ans. Oh, oui, du coup, on a toute une liste, oui. C'est vrai que j'ai vu. En plus, c'est vrai, entre patients, on se dit, ah, t'as quel traitement? Puis l'autre sort Gilenya, Tysabri, chacun sort son truc. Donc, oui. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a beaucoup de chance. Par rapport à la vaccination, vous parlez des vaccins, mais de quel vaccin? Est-ce que c'est le vaccin là qu'on a pour la pour Covid? Le Covid ou... Alors, il y a eu toute une polémique dans je ne sais plus dans quelles années maintenant, il y a très longtemps, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, comme quoi le vaccin contre l'hépatite B, ça donnait la sclérose en plaques. En fait, il y a eu plusieurs études internationales qui ont vraiment coupé court à tout ça. D'ailleurs, c'est beaucoup une polémique franco-française. Et d'ailleurs, la Société francophone de sclérose en plaques s'est vraiment positionnée sur tout ce qui est vaccination. Et en fait, on peut vacciner, en fait, hein. On peut vacciner avec la majorité des vaccins, avec un petit bémol, c'est que certains traitements, y compris le vôtre, on ne peut pas donner certains vaccins qui s'appellent des vaccins vivants atténués. Voilà. Voilà. Donc il faut vacciner avant ou pas donner ces vaccins-là parce que comme c'est des vaccins vivants et qu'on est sous immunosuppresseur, on ne peut pas faire une réaction vaccinale. Voilà, c'est juste pour ça. Mais le vaccin ne donne pas la sclérose en plaques. Et on peut se faire vacciner, et d'ailleurs pour le Covid, on peut se faire vacciner. Hein. Des fois, d'ailleurs, il faut 3 doses et pas 2 doses suivant certains médicaments. Le vôtre, il faut 3 doses. Voilà, et puis on peut vacciner ses enfants, parce qu'on peut se faire vacciner soi-même. Donc ça, c'est important, et heureusement, on a fait tout un travail au niveau de la Société francophone de sclérose en plaques, un travail de recherche bibliographique sur toutes les études qui ont été menées, les études sérieuses, hein, qui ont été menées ces dernières années, et on s'est positionné, il y a déjà cela 3 ou 4 ans, et voilà, donc ça, c'est... En tout cas, pour nous, c'est plus une polémique, hein, en tout cas. Ça reste quand même, parce que
il y a des gens qui ont intégré que c'était à cause du vaccin et du coup, bah voilà. Hein. Après, peut-être pour moi, c'est plus facile parce que j'ai jamais fait le vaccin l'hépatite B. Bah voyez, et quand on regarde la liste des comment on dit facteurs favorisants ou comment, enfin, par exemple, il y a la petite liste. Les effets indésirables. Non, par exemple, quand on cherche la cause de la sclérose en plaques, on dit facteur de risque. Facteur de risque. Moi, je me dis, dans ma famille, il n'y a personne qui a la sclérose en plaques et aucune maladie neurologique. La vaccination n'est pas un facteur de risque. Voilà, la vaccination. Les infections qu'on a contractées quand on était jeune, c'est un facteur de risque. Le tabagisme, c'est un facteur de risque. Le régime fort en sel, c'est des facteurs de. Voilà, il y a quelques facteurs de risque, mais la vaccination n'est pas considérée comme un facteur de risque. C'est vrai que quand je regarde tous les facteurs de risque, il n'y en a aucun qui rentre dans... On va dire, du coup, je me dis, c'est vraiment genre la malchance, je ne sais pas. Bah, c'est une maladie rare, mais qui existe quand même. Hein. Actuellement, il y a entre 110 et 120 000 personnes en France qui ont la sclérose en plaques. Il y en a plus dans le nord que dans le sud, parce qu'il y a un gradient nord-sud. Hein. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus on a de risques de faire une sclérose en plaques. Ça ne veut pas dire qu'il faille déménager pour autant, une fois qu'on l'a, mais voilà, il y a des facteurs de risque et puis il y a aussi un gros point d'interrogation. Et pour moi, si j'ai pas ces facteurs de risque, à cause de quoi on peut pas savoir. Du coup, moi, je me pose cette question. Voilà, je pense que je sors du côté médical, mais je me dis, mais c'est mon corps qui m'attaque moi-même. Oui. En gros, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il se venge à ce point? Et du coup, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui me reviennent où je me dis, j'ai eu, c'est vrai, un passé assez compliqué avec les troubles alimentaires. Je me dis, est-ce que mon corps, il se venge sur moi? Là, c'est pas possible. Après, c'est des petites questions. Il ne faut pas vous culpabiliser. Quand on a une sclérose en plaques, c'est pas de sa faute. Voilà, il faut pas se culpabiliser là-dessus. Ça fait partie. Il y en a qui ont des cancers, il y en a qui ont d'autres maladies, il y en a qui ont des maladies qui tuent rapidement, d'autres qui donnent d'autres choses, d'autres conséquences. Et voilà, vous avez la sclérose en plaques. C'est sûr que il faut digérer, hein, faut l'annonce, il faut vivre avec, mais c'est pas de votre faute. Voilà. En tout cas, surtout que vous faites tout pour que ça soit pas de votre faute, parce que vous vous traitez, vous allez voir vos médecins régulièrement comme il le faut. Donc vous n'êtes pas la patiente qui fait un déni complet. Alors, c'est pas parce qu'ils font un déni que c'est de leur faute non plus. Hein, c'est tout ce qui est résistance psychologique, hein, mais c'est plus difficile à traiter, c'est sûr. Non, c'est vrai que moi, je me dis, s'il y a un problème, il faut trouver une solution. Donc, je fais ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, on a plein de choses qui sont possibles. Donc, j'en profite. C'est ce que disait mon ancien chef. Il n'y a pas de problème sans solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, à chaque fois, on trouve toujours une solution qui est plus ou moins acceptable, hein, qui est plus ou moins bien. Hein. Je ne vous dis pas qu'on est des magiciens, qu'on soit des magiciens, pardon, et qu'on a réponse à tout, et à même certaines formes de la sclérose en plaques, parce qu'il y a plusieurs formes dans la sclérose en plaques. Hein. Il y a encore certaines formes où les traitements ne sont pas super efficaces, mais encore une fois, la recherche continue et on commence à avoir des traitements qui pourraient être efficaces. J'ai une question par rapport aux poussées, parce que là, je n'en ai pas refait depuis l'année dernière. Je ne sais pas si c'est le traitement, en tout cas, je suis contente, je pense. Donc là, je suis vraiment contente pour ça. Je regarde dans les communautés de patients, et certains, quand ils font une poussée, vont aux urgences et sont embêtés parce qu'ils se disent je ne suis pas vraiment pris en charge rapidement. Mais je pense que les urgences, ce n'est pas forcément le lieu où il faut aller. Quand on a une poussée, je sais pas. Enfin, c'est une question. On attend des heures et tout ça. Je pense qu'il faut contacter son neurologue quand on pense avoir une poussée, ou les réseaux de soins, ou les infirmières de coordination de sclérose en plaques. Ça dépend de ce qu'on a là où on habite. Mais alors déjà, on n'est pas. C'est pas un AVC, hein, donc on n'est pas à quelques secondes près. D'ailleurs, quand on pense avoir une poussée, il faut quand même attendre quelques jours pour savoir si les symptômes restent, parce qu'il peut y avoir aussi des symptômes, ce qu'on appelle des pseudo-poussées ou des fluctuations neurologiques, qui sont, on va dire, des fantômes d'anciennes poussées qui reviennent quand on est fatigué, quand il fait chaud, quand on est malade et tout ça. On a des nouveaux symptômes, ça dure quelques heures et ça part. C'est pas une poussée, ça. Une poussée, c'est des symptômes qui durent et qui persistent plusieurs jours, voire qui s'aggravent. Et là, il faut appeler. Donc, il n'y a pas d'urgence à la minute près. C'est pas un AVC. Par contre, il vaut mieux aller voir la personne qui sait mieux prendre en charge ça, c'est-à-dire le neurologue. Contacter le neurologue, le centre, lui laisser un message, essayer de l'avoir au téléphone, et peut-être le voir en consultation d'urgence et tout ça. Et ça, voilà, comme ça, on peut faire le point. Des fois, il faut même faire des IRM pour recontrôler, pour voir s'il y a une augmentation
de la charge lésionnelle et tout ça. Et donc, il faut voir le neurologue, je pense que c'est bien. Il ne faut pas s'automédiquer avec des corticoïdes comme ça en comprimé. Il y en a qui le font, alors du coup, voilà. Et donc, vraiment, il faut voir son neurologue si vous avez un doute sur une poussée. J'ai une question pour bien décrire la sclérose en plaques. Est-ce qu'on parle de maladie neurodégénérative ou, comme le neurologue que j'avais vu à Montpellier m'a dit que c'était une maladie inflammatoire à conséquences neurologiques? La sclérose en plaques, on connaît une partie, hein, c'est comme un puzzle. On connaît certaines pièces et puis il y a d'autres pièces qu'on ne connaît pas. On en découvre chaque année hein, et avec le temps on en découvre de plus en plus. Et en fait c'est principalement de l'inflammation. Par exemple la poussée, on sait quand même que c'est des globules blancs, des lymphocytes qui sont activés dans le sang ou quelque part en périphérie et qui rentrent dans le cerveau et qui vont se diriger vers la myéline en pensant que c'est un élément étranger. Et ici, c'est un élément étranger, c'est pas du moi, enfin c'est pas du soi, et donc je vais le détruire. En fait, c'est vous contre vous. Voilà. Et donc ça, c'est une maladie auto-immune. D'accord? Donc c'est une maladie inflammatoire, parce que c'est l'inflammation et auto-immune. Et à force d'avoir cette inflammation-là, il peut avoir une dégénérescence. Hein, à force d'être dans un bain inflammatoire, le cerveau, il peut se dégénérer. Et donc les neurones peuvent aussi avoir une dégénérescence axonale, une dégénérescence neuronale. Et donc ça, c'est ce qui d'ailleurs explique un petit peu la forme progressive de la maladie. Et donc voilà. Après c'est compliqué, il y a une inflammation diffuse, il peut y avoir une inflammation focale uniquement à un endroit, et donc ça c'est la poussée justement. Et l'inflammation diffuse c'est plutôt un bain inflammatoire où sont baignés les neurones, on va dire, ce qui fabrique de la progression du handicap. Et après, les neurones, à force d'être dans un bain inflammatoire, ils dégénèrent, quoi. Ça nous a permis d'avoir des budgets dans la sclérose en plaques, de le mettre dans la catégorie plan maladie neurodégénérative, parce qu'il y a eu un plan en France qui s'appelle le plan maladie neurodégénérative, et on a pu y mettre la sclérose en plaques pour avoir des fonds pour pouvoir structurer la prise en charge. Mais stricto sensu, c'est quand même de l'inflammation. Hein. C'est pas la maladie d'Alzheimer, pas la maladie de Parkinson, pas ces trucs-là, quoi. Pour revenir sur, il y a deux types de sclérose en plaques, donc la forme à pousser. Et donc, moi, c'est celle que j'ai, c'est la récurrente rémitante. Et il y a la forme progressive. Du coup, mais comment moi, j'ai pas forcément envie de me poser des questions sur comment je vais être dans 10 ans, parce que j'en sais rien. Mais juste, comment on peut savoir que, voilà, aujourd'hui, j'ai une CEP avec poussée. Puis là, non, en fait, j'ai plus de poussée, mais en fait, ma CEP est en train de progresser. Comment on peut le savoir? Alors, en effet, il y a deux mécanismes de la sclérose en plaques, ce mécanisme inflammatoire focal qui donne des poussées et quelque chose d'un peu plus diffus qui donne l'aggravation. Et en fait, c'est la clinique qui le dit. C'est des symptômes. Quand vous faites des poussées, voilà, vous avez une forme à pousser. Alors, on peut faire les deux en même temps, d'ailleurs. Hein. On peut faire une forme qui fait des poussées et qui s'aggrave en même temps. Oui, ça arrive, mais parce que c'est deux mécanismes différents et séparés, enfin plus ou moins autonomes l'un de l'autre, et du coup, on peut faire les deux en même temps. Mais la forme progressive, en fait, c'est des symptômes qui s'aggravent petit à petit. Petit à petit, j'ai de plus en plus de mal à avoir de la coordination, le syndrome cérébelleux, à avoir de la coordination pour marcher, comme si j'étais saoul alors que je ne suis pas. Et ça s'aggrave de semaine en semaine, de mois en mois. Et puis, c'est pas forcément dû à une poussée de sclérose en plaques. Et puis, c'est pas forcément, des fois, on peut avoir une diminution du périmètre de marche. Hein, on le demande souvent à nos patients. Ça peut être dû à l'aggravation de la maladie, mais aussi à un déconditionnement à l'effort. Donc c'est pour ça que case rééducation, c'est bien. Et si c'est pas à cause de si la rééducation n'améliore pas ça et qu'on continue toujours à s'aggraver, il se peut qu'on passe à une forme progressive. Donc la forme progressive, c'est pas de poussée, ou en tout cas c'est pas défini par une poussée, et je m'aggrave petit à petit sur certains symptômes. Voilà. Mais ces symptômes, c'est la coordination, la force, ça peut être même la concentration, ça peut être voilà, les symptômes de la sclérose en plaques, mais qui s'aggravent petit à petit, de façon lente et insidieuse. Voilà. Et c'est cette forme-là de sclérose en plaques où on est un petit peu moins muni au niveau arsenal thérapeutique, mais il y a des nouvelles molécules qui commencent à venir et qui pourraient, je mets du conditionnel parce qu'on n'a pas fini les études, d'ailleurs on est en train de faire les études en ce moment, qui pourraient marcher dans ces formes-là.
Je ne veux pas dire bêtise, mais est-ce que, je crois, l'Ocrevus est utilisé pour certaines formes progressives? Oui, ce qu'on appelle les rémittantes actives, enfin les rémittantes secondairement progressives. On peut aussi donner l'Ocrevus là-dedans. Mais ça marche, encore une fois, comme ça marche sur l'inflammation très active, ça va marcher sur la partie inflammatoire. La neurodégénérescence des neurones, l'Ocrevus, ceux qui s'aggravent petit à petit, de façon insidieuse, de notre expérience, ça ne marche pas forcément. Il y aura peut-être d'autres molécules dans le futur. Je voulais vous remercier, c'était une chouette rencontre. Pareil, c'est vrai que c'était intéressant d'échanger, en dehors d'un cabinet, en dehors d'une consultation, puisque je ne suis pas votre neurologue et vous n'êtes pas ma patiente, donc c'est vrai que c'était agréable d'échanger là-dessus. En plus, on a pris le temps, vous avez pris le temps de répondre à toutes mes questions, donc vraiment merci beaucoup. Merci à vous aussi.